Mengele était surnommé l'ange de la mort. Il voulait améliorer la lignée de la race aryenne. On m'a envoyé pour trouver Mengele. Il vivait dans la peur d'être arrêté. Mengele était aperçu un peu partout. Ils ont refusé de parler. Ils disaient que ce n'était pas Mengele. Ils ont menti et ils ont nié. Certains pensaient que sa mort était une mise en scène. Il y a encore des gens qui le croient vivant. Buenos Aires, 1958. L'élégance et la vie nocturne trépidante de la capitale argentine attirent les expatriés européens. La ville attire également les criminels de guerre nazis. Des fugitifs comme le docteur Joseph Mengele, l'ange de la mort. Il aimait Buenos Aires. On y trouvait beaucoup d'Allemands, dont certains étaient des nazis. Il avait de l'argent, il aimait les mondanités et il avait beaucoup de relations. Il a connu Hans Rudel, le pilote le plus décoré par Hitler. Il a connu Wilhelm Sassen, un criminel de guerre recherché en Belgique. Il était encore un fervent nazi. Cette vie en exil n'avait rien d'horrible. C'était le grand luxe. En 1958, l'homme qu'on surnomme l'ange de la mort, l'homme le plus recherché au monde, était dans l'annuaire téléphonique en Argentine. Ce qui a tout fait basculer pour Mengele, c'est sa mise en accusation par l'Allemagne de l'Ouest en 1959. Le médecin d'Auschwitz-Birkenau est accusé de massacre et d'expérimentation médicale d'une cruauté effroyable sur de jeunes enfants. L'Allemagne demande son extradition à l'Argentine pour le traduire en justice. Il a eu peur. Il ne se sentait plus en sécurité à Buenos Aires. Tant mieux, car il méritait de vivre dans la peur. Mengele ignore cependant qu'une autre menace plane sur lui. Des agents israéliens traquent les nazis en Argentine, et ils en ont déjà attrapé un. Nous l'avons déshabillé pour vérifier qu'il ne dissimulait pas une arme ou une lame de rasoir pour se suicider. Je lui ai expliqué qui nous étions et ce que nous voulions. Adolf Eichmann, l'architecte de la solution finale, est entre les mains des Israéliens. Après avoir enlevé Eichmann, Zvi Aharoni lui a demandé où était Mengele. Et il a refusé de répondre aux questions sur Mengele. Eichmann est resté loyal. Il a dit qu'il ne savait pas où il se trouvait. En fait, ils ont pris un café ensemble à plusieurs reprises à Buenos Aires. Eichmann et Mengele se sont rencontrés au café ABC. Ça ne s'est pas bien passé. Mengele considérait Eichmann comme un officier subalterne qui vivait dans une banlieue affreuse de Buenos Aires. Mengele était présomptueux, il fréquentait les intellectuels, la classe supérieure du Reich. Pour lui, Eichmann n'était qu'un ouvrier de l'usine Mercedes. Les agents du Mossad mettent davantage de pression. Finalement, Eichmann craque. Il savait que Mengele était quelque part en Argentine, peut-être même à Buenos Aires. Mais il n'était plus en contact avec lui. Il l'avait déjà rencontré, mais il ne savait ni son adresse, ni ce qu'il faisait. Au Mossad, Mengele est une priorité comme Eichmann sur la liste des fugitifs recherchés. Mengele était encore plus haï qu'Eichmann en Israël. C'était un véritable boucher. Mengele s'intéressait surtout à la génétique. Il voulait trouver un moyen d'améliorer la lignée de la race aryenne pour faire rayonner une race supérieure. Le camp de concentration d'Auschwitz devient le site du laboratoire infernal de Mengele.
Une partie des expériences portait sur la façon de stériliser plus rapidement les races orientales, comme les Slaves et les Gitans, les races dites inférieures. Il avait droit de vie et de mort. La plupart des cobayes humains de Mengele périssent. Ces expériences sont devenues de plus en plus effrayantes. À la fin, il était le monstre que nous connaissons aujourd'hui. Trois jours après l'enlèvement d'Eichmann, l'agent Ethan rencontre Isser Harel. Le directeur du Mossad lui annonce une bonne nouvelle. Isser Harel avait trouvé l'adresse de Mengele à Buenos Aires. Isser Harel a tout de suite pensé qu'il pouvait ramener les deux. Le chef du Mossad veut faire un raid en bonne et due forme. Il souhaitait faire une deuxième opération alors que la première n'était pas terminée. C'était une mauvaise idée. Si on fait deux choses en même temps, on multiplie les risques d'échec. Je lui ai déconseillé de le faire. Mais Harel ne veut pas passer à côté de cette chance de capturer le sinistrement célèbre médecin. Il ignore les conseils de ses agents et déclenche l'opération Mengele. Les Israéliens l'ont cherché dans Buenos Aires pendant la période où il détenait Eichmann dans un endroit secret. Les agents surveillent une pension de famille où ils croient que vit Mengele. C'était très risqué parce que nous voyagions avec de faux passeports dans des langues que nous ne maîtrisions pas. Les espions étrangers arrêtés en Argentine en 1960 n'étaient pas exécutés. En fait, ils restaient les invités du gouvernement pendant de très longues années. Les agents du Mossad croient avoir trouvé l'adresse du criminel de guerre nazi Joseph Mengele à Buenos Aires. Nous avons envoyé des hommes à son appartement. Ils posaient des questions assez peu subtiles. À la pension où ils croyaient que Mengele vivait, ils ont demandé « Est-ce que le docteur Meneli vit ici ?» Ils espéraient qu'on leur réponde « Oh, vous voulez dire Mengele? C'est là qu'il vit. » Les risques venaient de la communauté allemande de Buenos Aires. Il y avait 1/4 million d'Allemands à l'époque. C'est cette grande communauté allemande qui a attiré les nazis comme Eichmann et Mengele en Argentine. Ils ont été bien accueillis par le régime totalitaire de Juan Perón. Bien des gens se demandent pourquoi les nazis sont allés en Amérique du Sud et en Argentine en particulier après la guerre. En fait, il y avait déjà des liens entre les nazis et l'Argentine pendant la guerre. Perón et le gouvernement argentin avaient conclu un accord secret d'espionnage avec Himmler. À la fin de la guerre, l'accueil des nazis était un prolongement naturel du rôle de l'Argentine. Il n'était pas dans cette maison. En fait, nous n'avons pas pu le trouver. Il était mieux caché qu'Eichmann. Sans piste pour trouver le médecin nazi, Isser Harel décide de ramener seulement Eichmann en Israël. Je crois que le Mossad suivait une piste très vieille. Mengele s'était envolé depuis longtemps. Mengele n'a pas déménagé parce qu'il craignait les Israéliens, mais par hasard. Il était déjà au Paraguay. En décembre 1961, un tribunal israélien condamne Adolf Eichmann. Il est pendu pour ses crimes. Toutefois, le directeur du Mossad veut toujours retrouver Mengele. Isser Harel
était convaincu qu'il fallait capturer Mengele en raison de sa célébrité. Il a ordonné à Zvi Aharoni d'organiser une opération pour le retrouver. Fort de son expérience, l'agent du Mossad retourne en Amérique du Sud pour traquer le médecin nazi. On m'a envoyé pour trouver Mengele. Il prétend être un historien qui écrit un livre sur les SS. Avec ses agents, il ratisse l'Argentine, l'Uruguay, la Bolivie et le Chili. Des informations nous ont menés au Paraguay, mais quand nous sommes arrivés, il était déjà reparti. La mission s'avère encore plus difficile que la capture d'Eichmann. L'équipe est à bout de ressources. Finalement, après 2 ans, une nouvelle piste se dessine. Ils ont retrouvé un criminel de guerre. C'était un ex-officier SS néerlandais, Wilhelm Sassen. Sassen a déjà fréquenté Joseph Mengele. Ils lui ont dit qu'ils allaient l'arrêter pour crime de guerre s'il ne leur donnait pas quelque chose. Il a dénoncé Mengele. Sassen connaissait bien le réseau et il leur a appris que Mengele était au Brésil. Aharoni et son équipe y sont donc allés. Il a dit qu'il se cachait peut-être dans une maison près de Sao Paulo. Mais l'identification du fugitif nazi est difficile. Il a changé son nom plusieurs fois. Il essayait de ne pas se faire remarquer. Un de ses traits caractéristiques était l'espace entre ses dents avant. Et il savait que ça aiderait à l'identifier. Il s'est donc fait pousser une grosse moustache qui couvrait ses dents espacées. Les recherches de l'équipe mènent à un ranch en périphérie de la ville. Pour la surveillance, Rafi Eitan, l'agent qui a dirigé l'opération Eichmann, rejoint Aharoni. Nous cherchions Mengele dans une ferme à environ 50 km de Sao Paulo. Les Israéliens surveillent le ranch pendant des jours et des jours. L'information fournie par Sassen semble erronée. Mais tout à coup... J'ai vu un homme avec une moustache entouré de 2 individus qui ressemblaient à des gardes du corps. L'un d'eux était Mengele, j'en suis sûr. Mengele a été affecté à Auschwitz en mai 1943. Il avait 32 ans depuis quelques mois seulement. Nous étions entassés dans des wagons à bestiaux. Les gens priaient et pleuraient. Il se tenait sur le quai quand les trains arrivaient. Il voulait sélectionner ceux qui allaient à gauche et à droite, ceux qui allaient vivre et ceux qui allaient mourir. Les plus forts se retrouvent aux travaux forcés. Les jeunes enfants, ainsi que les personnes âgées et handicapées, vont directement aux chambres à gaz. Tout le monde avait compris qu'il n'y avait pas de fuite possible. Il voulait des cobayes pour ses expériences. Mengele cherchait des jumeaux. L'un des meilleurs moyens pour comprendre les gènes est d'étudier des jumeaux identiques. On fait l'expérience sur l'un des deux et l'autre sert de contrôle. On peut ainsi mesurer les changements. Il injectait des pigments de couleur dans leurs yeux.
Il se servait de jumeaux pour tenter de percer le secret des grossesses multiples. Dans certains cas, il les tuait d'une balle dans la tête afin de pouvoir les disséquer. Il n'était pas qu'un simple meurtrier au bistouri. C'était également une brute. Ma mère nous a pris par la main, ma sœur jumelle et moi, en se disant que tant qu'elle nous tenait, elle pouvait nous protéger. Avec ma curiosité d'enfant, j'essayais de comprendre où nous nous trouvions. Et je me suis rendu compte que mon père et mes 2 sœurs aînées avaient disparu dans la foule. Un nazi courait en criant en allemand « Jumeaux, jumeaux ». Nous portions des vêtements identiques, comme toujours. C'étaient des robes Bourgogne. Il a demandé à ma mère si nous étions jumelles. Ma mère ne savait pas quoi répondre. Elle a demandé si c'était une bonne chose. Le nazi a acquiescé. Ma mère a donc répondu oui. Je me souviens de l'avoir vu, les bras tendus désespérément, tandis qu'il l'amenait de force. Je n'ai jamais pu lui dire adieu. Les Israéliens ont surveillé la ferme. Zvi Aharoni, le chef de l'équipe du Mossad, m'a raconté que des hommes étaient passés à côté de lui et que l'un d'eux était Mengele, selon lui. Après 18 ans de cavale, il semble que l'ange de la mort soit dans la mire du Mossad. Des agents du Mossad croient avoir retrouvé le plus célèbre fugitif nazi au monde. Je suis convaincu que c'était bien Mengele. La mission de l'équipe se limite à la surveillance. Les agents retournent en Israël pour planifier la suite. Zvi Aharoni fait son rapport au directeur du Mossad, Isser Harel. Harel ne trouvait pas leurs renseignements valables. Aharoni, avec son expérience du terrain, sentait que c'était bien Mengele et que c'était suffisant pour aller de l'avant. Mais Harel lui rappelait qu'il s'était passé 16 ans depuis la fin de la guerre et qu'il avait fait une identification visuelle en se basant sur des photos des SS de 1938. Il voulait davantage de preuves. Harel a annulé l'opération parce qu'il y avait d'autres priorités, des problèmes plus importants au pays. Nasser, le président de l'Égypte, avait tiré des roquettes capables d'atteindre Israël. Des scientifiques allemands collaboraient à leur fabrication. Isser Harel a passé l'année à planifier l'assassinat de ces scientifiques. L'opération Mengele est suspendue. L'unité des chasseurs de nazis du Mossad est dissoute discrètement. Et Mengele a pu s'en tirer. Mais le médecin nazi ne profite plus de la vie. Après 1959, quand Mengele a fui l'Argentine après la demande d'extradition, il a subi un déclin inexorable. Mengele est devenu de plus en plus paranoïaque. Il était extrêmement nerveux. Mengele ignore que le Mossad a abandonné la chasse. Il reste terrifié à l'idée qu'il sera enlevé et pendu pour ses crimes comme Eichmann. Il s'est retrouvé dans une petite ferme, au milieu de nulle part, au Brésil. Il a construit une tour de guet sur la ferme où il vivait. Il pouvait surveiller les environs. Ça lui permettait de contrôler son environnement. Il avait également une meute de chiens. C'était un personnage paranoïaque aux nerfs fragiles. Si Israël a abandonné la chasse, les procureurs de l'Allemagne de l'Ouest continuent de monter un dossier contre Mengele. Il y avait un serviteur loyal de la famille Mengele appelé Zedelmeier. Les procureurs soupçonnent Hans Zedelmeier d'avoir aidé Mengele depuis qu'il s'est enfui d'Europe.
Un juge qui était chargé de l'enquête sur Mengele a décidé d'interroger Hans Sedlmayr sous serment. Il lui a demandé s'il aidait Mengele, si l'argent de sa famille lui parvenait. Sedlmayr a menti comme un arracheur de dents. Il a dit qu'il ne l'avait jamais vu, qu'il ne savait rien, qu'il était probablement mort, qu'il n'avait pas envoyé un sou. Ils n'ont pas cherché plus loin. Ils ont accepté sa version des faits. Mengele est en cavale depuis près de 20 ans. Quand Auschwitz a été libéré en janvier 1945, Mengele s'était déjà enfui. Il est parti 10 jours avant l'arrivée de l'Armée rouge. Le chaos était indescriptible. Des dizaines de milliers de prisonniers étaient transférés de camp en camp. Personne ne savait qui était qui. Il a emporté avec lui ses rapports scientifiques. Il a finalement été arrêté par les Américains en juin 1945. C'est sa vanité qui l'a sauvé. Lorsqu'on devenait SS, il fallait se faire tatouer son groupe sanguin sous le bras. Ainsi, s'ils étaient blessés ou inconscients, on savait quel sang leur transfuser. Mengele était délicat et narcissique. Il ne voulait pas de tatouage. Il voulait garder son corps intact. Il n'a jamais eu cette caractéristique distinctive des SS, ce qui l'a grandement aidé. À la fin de la guerre, le test était très simple. Les suspects enlevaient leur chemise et levaient les bras. S'ils avaient un tatouage, ils étaient interrogés. S'ils n'avaient pas de tatouage et que leur histoire tenait la route, ils étaient libérés. C'est ce qui lui est arrivé. Mengele se rapproche de chez lui. Mengele n'est pas retourné vivre chez lui sous son vrai nom. Il a travaillé sous un faux nom sur une ferme en Bavière. Il a travaillé là 2 ou 3 ans. Les enquêteurs américains ont interrogé la femme de Mengele. Elle a dit que son mari était mort sur le front Est et ils ont classé le dossier. Mais la famille de Mengele sait qu'il est bien vivant. Elle lui envoie de l'argent par Hans Sedlmayr. Il vient d'une famille très riche. Les Mengele fabriquaient de la machinerie agricole en Allemagne. La famille Mengele possédait la plus grande entreprise de Günzburg, qui est une ville industrielle. Mais tant que Mengele reste en Allemagne, il n'est pas en sécurité. Il vivait dans la peur d'être arrêté. Il avait vu ce qui était arrivé aux nazis au procès de Nuremberg. Ils avaient été reconnus coupables et pendus. Il savait qu'en tant qu'ancien médecin d'Auschwitz, ce serait probablement son destin s'il était arrêté. Il a fait appel à sa famille à Günzburg et Sedlmayr l'a mis en contact avec des gens qui pouvaient l'aider. Avec de l'argent, on pouvait s'enfuir. Il est allé en Autriche. De là, il s'est rendu en Italie. Comme bien d'autres nazis, il est allé à Gênes. Il a obtenu un permis de séjour pour l'Argentine au nom d'Helmut Gregor. Il s'est rendu à Buenos Aires à bord du North King. Mengele arrive en Argentine en août 1949. Rapidement, il se met à vendre de la machinerie agricole en Amérique du Sud. Les affaires vont bien. De 1949 à 1959, il a vécu une belle vie en Argentine. Après l'enlèvement et la condamnation de l'officier SS Adolf Eichmann, l'univers de Mengele bascule. Rien n'a terrorisé les criminels de guerre nazis en Amérique du Sud comme ce procès. Ils ont tous été secoués, mais en particulier Mengele. Il passe de ferme en ferme. C'est une espèce de fermier itinérant, d'abord au Paraguay et ensuite au Brésil. Dans une ferme du Brésil, un veau souffrait d'une hernie. Mengele s'est servi de ses outils chirurgicaux pour pratiquer avec succès une opération très délicate. Les ouvriers de la ferme ont compris qu'il n'était pas le simple fermier suisse qu'il prétendait être. Même si le Mossad a renoncé à le capturer, Mengele n'arrive plus à mener une vie sans souci.
Mengele était de plus en plus isolé et dépressif. Il a fini ses jours dans un modeste bungalow en périphérie de Sao Paulo. Ironiquement, plus Mengele décline, plus sa légende devient extravagante. À la fin des années 1960, la réputation de Mengele est devenue disproportionnée. C'est en partie attribuable à Simon Wiesenthal, qui a fait de Joseph Mengele l'incarnation du nazisme. Voici le nazi qu'il faut capturer. C'est le mal incarné, c'est l'ange de la mort. Ce sont des individus comme Simon Wiesenthal et les Klarsfeld à Paris qui entretenaient la flamme. On avait appris que Mengele vivait au Paraguay. C'est pourquoi j'ai manifesté devant le ministère de la Justice afin d'obtenir des informations à son sujet. Mais les Klarsfeld sont partis à sa recherche un peu trop tard. Bien des gens étaient convaincus que Mengele se trouvait au Paraguay pendant les années 1960 et 1970. Mais il avait quitté ce pays. Tout le monde avait l'impression que Mengele vivait dans une forteresse au cœur de la jungle, chaussé de bottes et avec un cigare aux lèvres, qu'il se promenait en bateau de luxe entouré de ses laquais. Le Mengele de la culture populaire est l'homme au complet blanc, un nazi super puissant caché dans la jungle brésilienne. C'est une image mythique. On croyait la fiction inventée par Hollywood. En fait, il menait une vie sordide. Quand il était nerveux, il mâchouillait les bouts de sa moustache. Il les a tellement mâchouillés qu'il avait une boule de poil dans la gorge. Sa paranoïa s'intensifiait. Ce n'était pas un nazi caché dans une grande propriété au cœur de la jungle. C'était un vieil homme rabougri qui avait une boule de poil. 40 ans ont passé depuis la chute du Troisième Reich. Mais Joseph Mengele, le médecin du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, est toujours en liberté. Mengele était aperçu un peu partout. On disait qu'il était dans le sud de l'Espagne, sur une île grecque, dans une grosse usine au fond de la jungle du Paraguay. Partout, sauf sur la Lune, en fait. Mais personne n'était réellement à ses trousses. S'il y avait eu des efforts sérieux pour trouver ces criminels, en particulier de la part du gouvernement allemand, il aurait été très facile de les retrouver et de les arrêter. Ce nazi vivait en Amérique du Sud et communiquait régulièrement avec sa famille. Ils n'avaient qu'à vérifier leur courrier, et ils ne l'ont jamais fait. Je faisais confiance au gouvernement du monde, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il les protégeait. En 1985, au 40e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau, Eva Kor rassemble un petit groupe de survivants des camps internés pendant leur enfance. Ils partent d'Auschwitz pour se rendre en Israël, afin de conduire un faux procès contre le docteur Mengele. 106 victimes témoignent contre leur bourreau nazi. I would say that it's probably the closest thing to making feel a person like an animal, like a nothing, like a piece of garbage or a piece of meat. Il venait chaque matin vêtu de manière impeccable. Je me souviens de ses bottes noires étincelantes. Il portait un sarrau, il était beau, il portait l'uniforme. C'était un personnage extrêmement puissant. Il m'a injecté quelque chose qui m'a rendu très malade. Il les infectait délibérément pour observer un jumeau en le comparant à l'autre. J'avais beaucoup de fièvre. Mes bras et mes jambes avaient doublé de volume. J'avais d'énormes taches rouges partout sur le corps. C'était très douloureux. Le désir tordu de créer une race aryenne supérieure a amené Mengele à faire des expériences horribles sur plus de 3000 jumeaux. Seulement 200 ont survécu.
Mengele est entré avec 4 autres médecins et il a regardé mon dossier attentivement. Avec un rire sarcastique, il a dit en allemand « Dommage qu'elle soit si jeune. Il ne lui reste que 2 semaines à vivre. » Je savais assez d'allemand pour comprendre parfaitement ce qu'il disait. Contre toute attente, Eva et sa sœur Myriam ont survécu jusqu'à la libération d'Auschwitz par l'Armée rouge. Les autres membres de la famille ont péri. J'ai l'impression que c'est un cauchemar, que si je pouvais me fermer les yeux et les ouvrir à nouveau, le cauchemar disparaîtrait. Mais il ne disparaissait pas. En 1985, la campagne menée par Eva Kor et les autres survivants trouve un écho dans la sphère politique. Ce faux procès a mis de la pression sur les Allemands, les Américains et les Israéliens, qui ont offert des millions pour retrouver Mengele. Des agents des 3 pays se rencontrent pour coordonner leurs efforts. Les Allemands ont invité des gens de diverses agences israéliennes et américaines, dont notre ministère. Quelques jours plus tard, ils décident d'agir à partir d'une piste prometteuse. Après avoir beaucoup bu dans un restaurant, le contact de Mengele, Hans Zedelmeier, a avoué à un ami qu'il aidait le fugitif depuis plusieurs années. Cet ami a alerté les autorités. Le procureur en chef de Francfort obtient un mandat pour fouiller la maison de Zedelmeier. Zedelmeier a toujours été soupçonné d'avoir eu des liens avec Mengele en Amérique du Sud. La traque, afin de retrouver le médecin nazi, est relancée. Le 31 mai 1985, des agents spéciaux allemands fouillent la maison de Hans Zedelmeier, un ami de la famille Mengele. Ils savaient que s'ils alertaient la police bavaroise, un informateur allait avertir la famille Mengele, qui aurait pu tout cacher. Donc, ce sont des policiers d'une autre région qui ont fait la descente chez Zedelmeier. La fouille a été menée par la Bundeskriminalamt, qui est la police fédérale allemande. Ils ne se sentaient pas menacés. Mais par hasard, ils ont déplacé une grande armoire, derrière laquelle ils ont trouvé quelque chose. Derrière le meuble, les enquêteurs découvrent des enveloppes cachées. Ils ont trouvé des lettres écrites par Mengele. Ils ont trouvé du courrier, les adresses de ses amis. Il y avait une rumeur selon laquelle la femme de Zedelmeier avait été amoureuse de Mengele. Mengele lui écrivait personnellement, ainsi qu'à Hans Zedelmeier. Dans l'une des lettres, les enquêteurs découvrent une information étonnante. Nous avons le regret de vous apprendre le décès de notre ami commun. Les Allemands en ont déduit que Mengele était mort au Brésil en 1979. On arrête Zedelmeier. Une recherche dans son carnet d'adresses relie Mengele à une résidence de Sao Paulo. David Marwell, un enquêteur du ministère américain de la Justice, fait partie de l'équipe internationale qui traque Mengele. Après la découverte des documents chez Zedelmeier, les Allemands sont allés directement à Sao Paulo. La police brésilienne est mise à contribution. Romeo Tuma était le responsable de l'enquête brésilienne pour la police fédérale. Il a reçu les renseignements des Allemands. Romeo Tuma constate qu'une famille allemande, les Bosserts, habite à l'adresse de Sao Paulo.
Ils ne se sont pas souciés d'obtenir un mandat de perquisition. Ils ont débarqué chez eux en force. Les policiers les interrogent au sujet de Mengele. Ils ont refusé de parler. Ils disaient que ce n'était pas Mengele. Ils ont menti et ils ont nié. Mais Touma découvre un hôtel de fortune consacré à Mengele, où se trouvent ses écrits ainsi que des photos. Le mystère qui dure depuis si longtemps est enfin résolu. Ils ont finalement avoué. La famille admet avoir recueilli Mengele pendant les 4 dernières années de sa vie. Ils leur ont dit qu'il était mort et qu'il avait été enterré. Mengele est enterré à la périphérie d'un cimetière anodin où l'on enterre généralement les pauvres. Ils ont déterré un cadavre vieux de 6 ans. La nouvelle de la mort de Mengele attire les médias à sa tombe. Tout le monde pouvait voir le crâne de Mengele. Les médias ne se lassaient pas de le photographier. Il reste toutefois des questions. Certains pensaient que sa mort était une mise en scène, qu'il avait les connaissances médicales et le motif pour le faire. On considérait que c'était un être diabolique, un scientifique fourbe, au-dessus de la justice naturelle. Alors certains ont cru que c'était une ruse. Même si les os de Mengele avaient été déterrés, beaucoup de gens le croyaient encore vivant. Une équipe constituée d'Allemands, de Brésiliens, d'Israéliens et d'Américains croit avoir retrouvé Joseph Mengele. Les experts légistes doivent prouver que le corps exhumé est bien celui du médecin nazi. Nous avons réuni une équipe de médecins, de radiologistes et d'experts dentaires hors pair. Les Israéliens ont envoyé le médecin légiste en chef de leur armée. Les experts légistes ont comparé ce qu'ils savaient de Mengele vivant avec ce qu'ils pouvaient observer sur les restes exhumés. Ils ont comparé le crâne à une photo du visage de Mengele en les fusionnant. C'était une preuve sinistre, mais convaincante. Nous avons passé beaucoup de temps à examiner les os découverts dans la tombe, et je suis convaincu que c'étaient ceux de Joseph Mengele. Cependant, pour l'obtention d'une preuve indéniable, il faudra attendre l'avènement de nouvelles techniques. Il y avait assez d'inconnus pour que ceux qui doutaient puissent l'imaginer vivant, croire que c'était une supercherie. Ce n'est qu'avec les tests génétiques au début des années 1990 que la preuve a été hors de tout doute qu'il s'agissait véritablement des os de Mengele. La science a rattrapé l'affaire Mengele. Des os du Brésil ont été envoyés à un laboratoire en Angleterre. Ils ont été broyés et on a pu recueillir un peu d'ADN qui a été analysé. Les résultats sont concluants. Ce sont les os de Joseph Mengele. Il était mort. La traque afin de retrouver Joseph Mengele est terminée et on découvre enfin les circonstances de sa mort. La mort de Mengele est pitoyable. C'est le genre de mort qu'il méritait. Il était avec des amis à la plage de Bertioga, à une quarantaine de kilomètres au sud de Sao Paulo. Ils étaient assis dans une petite maison au bord de la mer. Ils l'ont persuadé d'aller se baigner.
Habituellement, il refusait toujours en prétextant qu'il n'aimait pas le soleil. Il avait également peur d'être reconnu. Cette fois, il y est allé. Le courant est très très fort à cet endroit. En cette chaude journée d'été, Mengele a nagé un peu trop loin. Quelques minutes plus tard, il était en difficulté. Ils ont tenté de le réanimer. Il avait fait un AVC. Un AVC dans la mer, ça ne pardonne pas. Il est mort dans l'eau, par noyade ou des suites de l'AVC. Après sa mort, des gens ont suggéré d'incinérer. Mais ils n'ont jamais réussi à convaincre un membre de la famille Mengele de signer l'autorisation. S'ils avaient incinéré son cadavre, personne aujourd'hui ne croirait qu'il est mort. Le fugitif nazi le plus célèbre ne répondra jamais de ses crimes. Les victimes auraient aimé que Mengele soit jugé pour la postérité. Les victimes méritaient un procès. C'était très frustrant pour le Mossad. Isser Harel s'est excusé de ne pas avoir livré Mengele à la justice. Quand j'écrirai mes mémoires, je ne m'excuserai pas. Il n'existe pas de châtiment pour un être comme Mengele, même si on l'avait arrêté et exécuté. La corde au cou passée par le bourreau n'équivaut pas à ce qu'il a fait. Mais il y a une certaine justice quand on pense qu'après l'enlèvement d'Eichmann, il est devenu aigri, dépressif et malheureux. Ça me procure une grande satisfaction. D'une certaine façon, j'ai pitié des gens comme Joseph Mengele, parce qu'ils ont une notion tordue du bien et du mal. Je ne crois pas que ces tortionnaires s'en tirent. Je crois qu'ils ont une vie misérable et qu'ils sont rongés par la culpabilité. Si vous cherchez la justice dans cette histoire, c'est qu'il n'a pas vécu la vie qu'on lui supposait. Il n'a pas eu une vie agréable. Mengele a vécu longtemps. Qu'il aille au diable.